Meaux et son histoire, une émission proposée par Lanzaribook en partenariat avec Styx Radio. Aujourd'hui, dans Meaux et son histoire, je vous propose, chers amis, de nous intéresser plus particulièrement aux origines de la Réforme en France. Je vous le dis tout de suite, d'emblée, c'est la ville de Meaux qui est à l'origine du protestantisme en France. Comment ça s'est passé? C'est simple. Je vous avais déjà parlé au préalable hier du Cénacle de Meaux, le fameux cercle qui avait été formé par Guillaume Brissonnet avec des humanistes évangélistes, dont Guillaume Farel et Jacques Lefebvre d'Étaples. Eh bien, en 1522, Jacques Lefebvre d'Étaples publie les commentaires des 4 évangiles. Celui fait office d'une véritable bombe, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de la Bible qui est expliquée en français et compréhensible par tous avec des lectures publiques. Des Bibles sont d'ailleurs traduites peu à peu en français. Ainsi se répandent des idées nouvelles. Pourtant, Guillaume Brissonnet était farouchement hostile au protestantisme. Mais il était pour une réforme de l'Église et il encourage le Cénacle de Meaux à poursuivre dans cette voie. S'ensuit alors l'affaire des placards, qui a eu lieu, la première affaire des placards qui a eu lieu en 1525. En 1525, François Ier se retrouve avec des libelles placardées devant sa chambre à coucher, à Amboise, et partout dans le royaume de France, des libelles contre l'Église catholique sont placardées. François Ier est très meurtri de cet affront qui est fait à son statut, à son titre de roi très chrétien que lui a conféré le pape en tant que roi de France. Et en même temps, il est très fâché dans la mesure où François Ier a conclu avec le pape un concordat à Bologne en 1516, selon lequel il a le droit de nommer ses propres évêques et ses abbés. François Ier a donc un contrôle sur l'Église de France très important. Autrement dit, il n'a aucun intérêt à se fâcher avec l'Église de France. Sont alors organisées les premières persécutions contre les protestants, qui continuent d'ailleurs des provocations, puisque une statue de la Vierge Marie est décapitée en plein Paris. Cette fois-ci, c'en est trop. Guillaume Brissonnet me accusé d'hérésie par la Sorbonne et le Parlement de Paris. Il s'en tire de justesse. Il disparaîtra en 1534. Le Cénacle de Meaux est finalement dissous sur ordre du roi. Et Jacques Lefebvre d'Étaples ainsi que Guillaume Farel partent hélas en dehors de Meaux, évangéliser et donner les idées nouvelles de la Réforme partout dans le royaume de France. Ce qui est une véritable catastrophe pour l'équilibre religieux et l'équilibre politique du pays. À partir de là s'ensuit le début des guerres de religion. En 1525, un certain Jean Leclerc, qui est teigneur de laine, est fouetté en public et marqué au fer rouge à la fleur de lys pour avoir osé placarder des libelles contre l'Église catholique sur la cathédrale de Meaux, qui est près d'être achevée. Il s'enfuit à Metz, où il sera condamné à mort et exécuté. Vous voyez, cette période est très, très compliquée.
Et pourtant, nous ne sommes pas encore officiellement dans les guerres de religion. On a l'image du règne de François Ier comme étant l'image d'un règne serein. En réalité, il n'en est rien. En 1535, un certain Antoine Duprat, qui avait participé à la signature du Concordat de Bologne en 1516, chancelier de François Ier, devient évêque de Meaux. Et François Ier charge son chancelier de remédier aux problèmes meldois et d'en finir avec l'hérésie. À tel point qu'en 1546, à la fin du règne de François Ier, Étienne Mangin, qui était un des membres du Cénacle de Meaux, est arrêté avec 13 de ses amis huguenots, car on les appelle désormais comme ça, les membres de la religion prétendument réformée. À l'époque, on ne parle pas de protestants, on parle d'huguenots et de membres de la religion prétendument réformée. On est à l'époque, évidemment, où Luther a publié ses 95 thèses au début du XVIe siècle. Et Guillaume Briçonnet était un petit peu dans la ligne d'Erasme de Rotterdam, c'est-à-dire c'était l'idée de réformer l'Église sans rompre avec elle. Mais comme la réforme de l'Église a échoué, eh bien forcément, le protestantisme l'a emporté. C'est ainsi qu'un bras de fer s'est engagé avec l'Église catholique. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Meaux est à partir de 1529 la première paroisse protestante organisée de France, et que les protestants étant persécutés, ils décident de fonder leur premier temple à Nanteuil, un village avoisinant la ville de Meaux. Par la suite, Meaux, sous le règne d'Henri II, puisque François Ier meurt en 1547, va tout faire pour essayer de se remettre dans le droit chemin selon les catholiques et de extirper l'hérésie de ses murs. Louis III de Brézé, le nouvel évêque de Meaux, en 1557, reçoit d'ailleurs le roi Henri II de Valois pour remédier à tous ces problèmes. Henri II, c'est quelqu'un qui a beaucoup persécuté les protestants dans la lignée de la fin du règne de son père. J'avais omis de vous dire qu'il y avait une deuxième affaire des placards en 1534 et que là, François Ier avait été d'une fermeté terrible et qu'il avait décidé d'éliminer tous les protestants. Mais François Ier, comme on le dit, avait un peu le cul entre deux chaises. Pourquoi? Parce que le pape Paul III considérait que condamner à mort un homme en le faisant brûler vif était une mort horrible. Donc il était en partie hostile aux protestants. Et pour finir, je voulais dire que François Ier avait aussi des intérêts vis-à-vis de soutenir les princes protestants contre les Habsbourg, puisque son ennemi juré était Charles Quint, et Henri II était aussi dans cette logique-là. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à demain pour la suite de notre épopée meldoise. Je vous remercie beaucoup. Cette émission a été rendue possible par Lanzaribook en partenariat avec Styx Radio. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur
la chaîne YouTube Benoît Cazer, un autre regard sur l'histoire. Merci à tous, au revoir.